pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Le Canada est en train d'appeler sans équivoque pour un cessez-le-feu au Liban. Je pense qu'avec une plateforme comme celle qu'on va créer, là, je pense qu'on augmente nos chances de faire aimer la langue par nos élèves. Et s'ils aiment davantage la langue, s'ils trouvent du plaisir à l'apprendre, ils vont mieux la parler, puis on va avoir des meilleurs résultats. Historic impacts of Hurricane Helene. I want you to know the administration is going to be there, and we just talk about this until we finish the job. Voici Patrick Lagacé. Mardi, le 1er octobre 2024. Merci d'être là. Météo, 13 degrés présentement, ensoleillé ce matin. Et en après-midi, ça va être alternance soleil et nuages. Ça va monter jusqu'à 23 degrés avec l'humidex aujourd'hui. Donc, en soirée, ça va se gâter un peu. Les nuages vont arriver. C'est le prélude à la journée de demain. Nuageux mercredi. Probablement de la pluie, maximum de 21. Jeudi, retour du soleil, maximum 20 degrés. Je commence le tour d'horizon de l'actualité avec cette grève dans les ports d'Amérique du Nord. On sait qu'il y en a une jusqu'à jeudi, là, les débardeurs de Montréal qui font la grève dans 2 terminaux. Et on en parlait hier. Il y avait des rumeurs de grève pour d'autres ports en Amérique du Nord. Il y a d'autres débardeurs là, dans des ports comme Chicago et autres qui sont en grève depuis quelques heures. Pas pour les mêmes raisons, mais on voit qu'il y a beaucoup d'agitation dans les ports, beaucoup d'insatisfaction par rapport aux conditions de travail. Oui, les salaires sont bons. C'est le cas ici à Montréal, c'est le cas aussi aux États-Unis, mais il y a quand même des préoccupations sur l'organisation du travail et aux États-Unis, sur l'automisation du travail. Les machines sont en train de remplacer les débardeurs et ça cause beaucoup de soucis là-bas, beaucoup d'inquiétudes. Donc, c'est pas les mêmes préoccupations qu'ici, mais on le voit, ça peut avoir ici et aux États-Unis là, une grève des débardeurs, un impact assez rapide sur l'économie. Donc, on va revenir là-dessus, mais aux États-Unis, je le rappelle, là, il y a quelques années, il y avait eu des grèves. Ça n'avait pas duré très longtemps. C'était pas une loi spéciale, mais c'est une disposition législative que le gouvernement peut utiliser là, pour imposer une sorte de retour au travail pendant 80 jours pour favoriser des négociations. On peut peut-être parier que ça va arriver ici aux États-Unis, là, sauf que en ce dernier droit d'élection présidentielle, probablement pas. Je veux parler ce matin, en commençant, d'un texte de Thomas Gerbet sur le site de Radio-Canada qui suit avec beaucoup d'assiduité le dossier de Nordvolt. Et là, il revient sur toute la question du BAP, un bureau d'audience pour l'environnement. Et on sait, Nordvolt, ce projet de méga-usine là, sur la rive sud de Montréal, n'a pas eu à se soumettre à une évaluation environnementale du BAP. Mais Thomas Gerbet, le journaliste de Radio-Canada, a mis la main sur des documents judiciaires. Et des documents judiciaires là, dans le cadre d'un recours qui a été lancé par le Centre québécois de droit en environnement. Et ce qu'on voit dans ces documents, ce sont les conversations de fonctionnaires dans les semaines après l'annonce du projet de Nordvolt. Les fonctionnaires parlent entre eux, souvent dans des messageries textes, dans des sites de clavardage. Et ce qu'on voit, c'est à quel point ils étaient sous pression pour accepter le projet. Donc, les fonctionnaires se vidaient le cœur sur Teams et il y en a beaucoup qui disaient, écoutez, on n'a pas vraiment le choix de dire oui dans ce cas-là. Quelqu'un dit, j'aime pas le gros aspect politique. Un autre, oui, je comprends, on essaie à tout prix de rendre le projet acceptable alors qu'il ne l'est pas. Il faut aussi faire comme si on ne savait pas une information qu'on sait. Ça, j'aime moins ça. Un autre dit, oui, tout à fait, c'est pas transparent et c'est un peu croche. Un autre fonctionnaire ajoute dans ces conversations qui ont été déposées en preuve dans ce recours contre le gouvernement, il faut tout faire pour que le ministère ne paraisse pas mal. Donc, on lit ça, on prend d'autres informations qui ont été publiées dans le passé. Et malgré les dénis du gouvernement, c'est assez clair qu'on a manœuvré pour faire en sorte que Nordvolt ne soit pas soumis à un BAP. C'est pas que Nordvolt n'avait pas à se soumettre à un BAP, c'est qu'on s'est arrangé pour ouvrir, disons, certaines brèches dans des règlements pour que Nordvolt n'ait pas à faire le BAP. Et là où c'est choquant, c'est qu'on nous a dit qu'il fallait procéder très rapidement parce que sinon on allait perdre l'usine. Là, on voit
l'usine est en train d'être construite? Peut-être. Pourquoi peut-être? Parce que Nordvolt a de gros problèmes. Le site est en train d'être déboisé, sauf qu'on ne sait pas quand l'usine va être construite, parce que la maison mère de Nordvolt a beaucoup de problèmes. Donc, c'est à lire sur le site de Radio-Canada, reportage de Thomas Gerbet. Et là où c'est choquant aussi, j'ajoute ça, quand on parle de lutte aux gaz à effet de serre au Québec, au Canada, on se fait dire bien souvent par des gens qui ne veulent pas qu'on aille trop vite, le Canada, le Québec, c'est une petite goutte dans l'océan de la lutte aux gaz à effet de serre. Parfait. On peut débattre de cette approche-là. Mais quand il est question de nos cours d'eau, de notre air, là où ça ne dépend pas de la Russie, ça ne dépend pas de la Chine, ça ne dépend pas des États-Unis, ça ne dépend pas de l'Inde, c'est drôle, on trouve toutes sortes de façons de ne pas être intransigeant. On trouve toutes sortes de façons de laisser des compagnies, je pense à la fonderie Horn aussi, en Abitibi, à Rouyn-Noranda, de polluer sans que ça coûte trop cher, sans qu'il y ait trop de prix à payer. On fait des accommodements raisonnables de toutes sortes, et ça a été le cas aussi dans le cas de Nordvolt. Je le répète, peut-être que c'est un bon projet, sans doute que c'est un bon projet, mais ça aurait été un meilleur projet si on l'avait soumis à certaines règles environnementales. Donc, à lire sur le site de Radio-Canada. Parlons d'éducation. On va recevoir un peu plus tard à l'émission le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. C'est la semaine de l'école publique là, décrétée par la Fédération autonome de l'enseignement. Et le ministre Drainville, hier, a annoncé une mesure pour l'amélioration des résultats en français par les élèves. On sait, les tests de fin d'année, les épreuves ministérielles en secondaire 5, les résultats sont à la baisse. On peut bien blâmer la pandémie, sauf que quand vous parlez aux profs de cégep qui reçoivent les jeunes qui ont fait 12 ans de scolarité, même avant la pandémie, chez les profs de cégep, on le disait, le niveau est en train de baisser. Il y a des profs de littérature qui m'ont dit, écoute, je veux bien enseigner la littérature, les classiques de la littérature québécoise, sauf que les élèves arrivent, puis il y en a tellement qui ont des problèmes à maîtriser la langue que c'est pas un cours de littérature que tu donnes, c'est un cours de français. Et les profs te disent, regarde les copies, c'est écrit au son. Fait que tu as des élèves qui ont commencé leur parcours dans le réseau québécois à maternelle, qui ont fait les 6 ans d'élémentaire, qui ont fait 5 ans de secondaire et qui vont écrire « tu es », EST. Et là, je ne ris pas des gens qui ont des problèmes d'orthographe. Je suis catastrophé par le système qui produit des élèves comme ça. C'est pas hyper compliqué, tu es ES. Tu es supposé de savoir ça en secondaire 5, à moins d'avoir des problèmes d'apprentissage d'une gravité exceptionnelle. Mais quand tu arrives au cégep, il y a plein d'étudiants au cégep qui arrivent avec ce bagage-là qui est troué quant au français. Donc, le ministre Drainville qui a annoncé, comme mesure corrective, là, une aide financière à une plateforme qui s'appelle Alloprof. C'est une plateforme d'aide aux devoirs qui est déjà financée par Québec, qui a une bonne réputation. Mais là, vous avez entendu le ministre Drainville tantôt là, dans notre tour d'horizon sonore là, de l'actualité. Il dit, écoutez, il faut faire aimer la langue. Et on va financer Alloprof, on va leur donner 54 millions sur 3 ans pour les aider en français. Écoutez, les élèves passent 12 ans au primaire et au secondaire. Je suis surpris de voir que c'est une plateforme qui est supposée de corriger 12 ans de scolarité. Quand tu sors de 12 ans de scolarité dans une nation qui se veut le berceau du français en Amérique, dans une province où le gouvernement nous répète à quel point c'est important le français, tu devrais être capable de mieux écrire le français. C'est pas la faute de Bernard Drainville. Il n'est pas là depuis longtemps. C'est pas la faute des caquistes. C'est la faute d'à peu près 20-25 ans de sorcellerie pédagogique et ça donne ce que ça donne. Donc, on va parler avec le ministre Drainville vers 7h25. La chose à faire pour maintenir la valeur du plus grand nombre de maisons en zone inondable, c'est d'être vraiment clair sur le fait qu'on veut permettre leur transformation pour qu'elles deviennent plus résilientes. À côté de ça, il y a ceux qui sont les plus à risque. Est-ce qu'on ne doit pas, dans certains secteurs, choisir la relocalisation et financer adéquatement les propriétaires actuels? On vient d'entendre Nicolas Milot. Il est directeur de la transition énergétique de la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM. Et hier, la CMM a annoncé la révision des cartes des zones inondables. Et je vous le dis, ça va hurler. Là, on se base sur de nouvelles règles du ministère de l'Environnement qui a élargi
les zones, la cartographie là, des zones inondables, en se basant aussi sur les crues de 2017, 2019, 2023. On avait eu des inondations assez importantes. Et là, il y a de plus en plus de maisons qui se retrouvent en zone inondable. On a largué tout le principe des zones 0-20 ans, 20 ans à 100 ans, où on faisait comme ça là, les risques d'inondation. Et ce qui a changé, c'est que maintenant, tu as des zones où soit tu es en zone très à risque, un peu à risque, pas à risque, etc. Il y a des milliers de personnes qui se retrouvent soudainement en zone inondable. Et le problème, c'est que ça va causer des ennuis pour ces propriétaires-là au chapitre des assurances, au chapitre des prêts hypothécaires. Desjardins, on le sait, dans l'Est du Québec, a déjà annoncé là, en début d'année qu'on n'allait plus couvrir certaines municipalités pour des prêts hypothécaires. Vous avez une maison, vous voulez la revendre? Bonne chance, parce que personne ne va se faire financer pour l'acheter. Il va falloir que vous trouviez un acheteur qui veut acheter, qui va vous payer sans hypothèque. C'est pas un très gros marché. Et là, il y a des gens comme ça qui se posent des questions dans la région de Montréal depuis ces nouvelles cartes-là. Et il y a des maires de la région de Montréal qui en veulent au ministère de l'Environnement parce que ce qu'on dit, c'est vous nous imposez ces règles-là, et c'est pas à vous de les expliquer, c'est à nous. Il y a Stéphane Boyer, le maire de Laval, il y a des zones inondables sur le bord de la rivière des Mille-Îles, sur le bord de la rivière des Prairies, qui a dit, écoutez, il lance le message aux citoyens, intéressez-vous à ce qui se passe parce que ça va avoir des répercussions importantes pour vous et pour votre famille. Il y a le maire de Vaudreuil, d'Orion, Guy Pilon. Lui, il est en beau fusil. En entrevue au Devoir, il a invité le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, à faire une assemblée publique dans sa ville pour venir expliquer et justifier les nouvelles règles. Et il dit, on va avoir besoin d'une maudite grosse salle. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi l'état de votre propriété là, depuis la révision de cette cartographie de l'inondation dans la région de Montréal, allez sur le site de la CMM, tapez dans Google le CMM et zone inondable. Il y a des changements. Je pense que vous devriez vous intéresser. Dans un tout autre sujet, on va parler de ce qu'il y a à la une du Journal de Montréal, des petites rénaux dispendieuses au CUSUM. Le CUSUM, c'est l'hôpital universitaire de la communauté anglophone, le centre de santé McGill. C'est un partenariat public-privé. Et là, c'est opéré par SNC-Lavalin. Et il y a des... Disons que changer des prises électriques dans le CUSUM, ça peut coûter cher. Écoutez, on est à quelque chose comme 7 000 $ pour l'installation de 2 prises de courant, 600 000 $ pour le réaménagement de 3 locaux et 1 700 $ pour des panneaux d'interdiction de fumée dans l'hôpital. L'hôpital appartient au public, géré par le privé, et on peut mettre ces factures-là qui sont considérables sur le dos d'un partenariat public-privé. Mais moi, je me souviens, il y a quelques années, j'ai fait pour la presse un texte sur la difficulté dans le public de changer une imprimante. C'était 6 000 $ pour installer une imprimante dans un bureau de médecin. Et 6 000 $, c'était la pointe de l'iceberg parce que ça a été d'une complication extrême, juste pour se rendre à installer l'imprimante. Tout coûte cher. Tout coûte cher dans le service public comme ça. Je me demande si au privé purement privé, installer une imprimante, c'est 6 000 $. Changer 2 prises électriques, c'est 1 700 $. Je pense que poser la question, c'est y répondre. Radio-Canada a un texte intéressant aujourd'hui. Opération Mr. Big pour coincer une gardienne d'enfants soupçonnée d'avoir secoué un bébé qui était sous sa garde. Le bébé, c'est un poupon. Il est mort. Ça se passait en 2019. La femme s'appelle Diana Torres Acosta, une femme de 42 ans. Elle est accusée au Palais de justice de Québec d'être à l'origine de la mort d'une fillette de 13 mois. Et une opération Mr. Big, c'est un scénario que les policiers font pour résoudre un crime qui n'a pas été résolu. Ce qu'on fait, c'est qu'on va infiltrer l'entourage d'une personne, d'une cible, personne suspectée d'un crime grave, et on va tenter de recueillir des aveux. Ce qu'on fait des fois dans le milieu criminel, dans le milieu... auprès de gens qui sont soupçonnés, par exemple, d'avoir commis un meurtre, on va les entourer, on va les recruter, on va leur donner de l'argent, leur faire miroiter une job en disant « Écoute, il faut que tu sois
clean avec moi. Il faut que tu me dises si tu as déjà fait quelque chose dans le passé. Et il y a des gens qui tombent dans le piège. Et il semble que dans ce cas-là, là où c'est particulier, c'est pas là, un milieu criminel qui a été infiltré. C'est quelqu'un qui est soupçonné d'avoir secoué un poupon. Moi, j'ai jamais entendu parler d'une opération Mr. Big pour un cas semblable. Donc, c'est la Sûreté du Québec qui est venue en assistance à la police du Québec, à lire sur le site de Radio-Canada. Israël-Liban, on en parlait hier, on en parle beaucoup. Bien, les bombardements se poursuivent sur Beyrouth. Mélanie Joly, la ministre des Affaires extérieures du Canada, a parlé à l'ONU hier, et comme d'autres ministres des Affaires extérieures, elle a dit notre pays demande un cessez-le-feu. Ben, écoutez, c'est pas dans les cartes, c'est vraiment pas dans les cartes. Israël a fait des incursions terrestres au sud Liban depuis hier. On parle d'intervention limitée. Il y a le spectre d'une occupation. Israël a déjà occupé le sud Liban. C'était dans les années 80. Le but, c'est de faire cesser le harcèlement du Hezbollah qui empêche 60 000 Israéliens de retourner chez eux à la frontière nord. On sait que le Hezbollah envoie des missiles à répétition sur Israël en appui au Hamas à Gaza. Israël, hier, a frappé un camp de réfugiés palestiniens, le camp de Ain el-Heloué, toujours dans le sud Liban. C'est densément peuplé, cet endroit-là. Je l'ai visité en reportage pour les francs-tireurs en 2013. C'est un océan de béton. Un océan de béton et il y a du monde, c'est hallucinant. Il y a des frappes ciblées. Mais quand on dit frappes ciblées, écoutez, ce ne sont pas tous des militants du Hezbollah qui habitent là. Ce sont des réfugiés, des enfants de réfugiés qui grandissent dans des camps surpeuplés comme ça. Une frappe ciblée dans un environnement comme ça, ça ne peut pas être propre. Ça fait beaucoup de dommages et quand on regarde les photos, ça fait beaucoup, beaucoup de dommages. Et hier soir, Israël aurait frappé aussi en Syrie. Il y a des explosions qui ont été entendues à Damas. On parle de 3 décès civils. Et en parlant de la Syrie, il y a des gens qui quittent le Liban pour se réfugier présentement en Syrie. Et je résume. Israël est dans une guerre sur 5 fronts présentement. Combat 5 entités. Le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, l'Iran qui est le commanditaire du Hamas et du Hezbollah, la Syrie et les Houthis au Yémen. On peut se demander là, pourquoi il y a encore des gens qui pensent que ça risque de dégénérer en guerre régionale. C'est déjà une guerre régionale dans ce coin-là. Et je lisais des analyses dans des médias internationaux, dont un journal israélien, là, et la stratégie israélienne semble être la suivante. C'est vous nous frappez, on va vous frapper 10, 100 fois plus fort et ça va vous enlever le goût de nous frapper. Est-ce que ça va fonctionner? Écoutez, si le passé est garant de l'avenir, la réponse est non. On va recevoir un peu plus tard à l'émission Béatrice Vaugrande d'Oxfam. Elle va nous parler du lourd bilan pour les femmes et les enfants depuis le début de cette guerre à Gaza. Parlons brièvement des morts de l'ouragan Hélène. Ça commence à ressembler un peu à certains égards à ce qui s'était passé il y a 20 ans avec l'ouragan Katrina en Louisiane. Pourquoi? D'abord, il y a les images de destruction. Et après ça, quand on se met à chercher des gens, on voit qu'il y a beaucoup de destruction humaine, il y a beaucoup de destruction matérielle, mais les morts, petit à petit, on commence à les découvrir. Et là, on serait à 130 morts dans plusieurs États depuis que Hélène a frappé en fin de semaine. Et la Maison-Blanche a annoncé hier que 600 personnes manquent à l'appel. Et quand vous regardez la destruction qui a été semée par les vents, par les pluies, par les glissements de terrain provoqués par l'ouragan Hélène, c'est hallucinant. Allez voir, si vous avez le temps aujourd'hui, là, ce qui s'est passé en Caroline du Nord, dans l'ouest de la Caroline du Nord. Ça ressemble à un film de cataclysme, ça ressemble à un film au scénario apocalyptique. Les images donnent froid dans le dos. Le gouverneur de la Caroline du Nord qui parle d'une destruction qui défie l'imagination. Merci d'être là. Vous pouvez m'écrire 98985. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, est au bout du fil. En fait, dans nos studios de Québec, quelques dossiers à aborder avec lui, notamment dans la foulée de cette annonce hier. On va donner quelques dizaines de millions à la plateforme Allo Prof pour faire une plateforme Allo Français pour améliorer la qualité du français des élèves québécois. Bernard Drinville, salut! Donc, voilà. Bernard, il y a un organisme qui s'appelle Allo Prof qui est dans l'aide aux devoirs. Le ministère a sollicité Allo Prof là, pour aider les élèves en français. De quoi il s'agit? Oui, en fait, ce que Allo Prof va faire,
et elle est déjà en ligne. Là, ça s'appelle Allo Français. Donc, allofrançais.ca, vous pouvez y aller. Il y a déjà des contenus qui sont déposés. Et dans le fond, là, les discussions qu'on a eues, puis l'espèce de projet sur lequel on s'est entendu avec AlloProf, c'est pour créer une plateforme donc qui va être dédiée à l'enseignement du français, à l'apprentissage du français. C'est essentiellement 3 choses, Patrick. D'abord, il y aura du contenu, comme il y en a déjà sur la plateforme d'AlloProf. Donc, on parle de fiches explicatives, on parle de vidéos, de jeux éducatifs et tout ça. Ça, il y aura beaucoup plus de contenu pour les notions de français qu'il y en a présentement. Ils vont passer de 5 000 à 8 000 contenus pour le français. Si l'élève ne trouve pas réponse à son problème, il y aura une deuxième étape qui va faire appel à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'élève va avoir droit à un tuteur virtuel, donc un assistant virtuel qui va l'aider à maîtriser le problème auquel il fait face. Ça peut être une conjugaison, ça peut être l'accord du participe passé, peu importe. Et donc, là, il y aura... Puis ça, c'est très intéressant, là, parce que ils vont développer, à partir de la technologie existante, ils vont développer une plateforme qui est vraiment spécialisée là-dedans. Mettons, là, Patrick, là, tu vas parler avec le tuteur virtuel, tu as une difficulté en français. Le tuteur virtuel, dans l'échange que tu vas avoir avec lui, va finir par parler ton langage, parler en fonction de tes intérêts. Si tu es un jeune qui aime le sport, par exemple, les références du tuteur virtuel vont être sportives pour t'aider donc dans l'apprentissage du français. Et si tu n'as toujours pas résolu ton problème, en 3e étape, là, tu auras droit à un tuteur enseignant. Ce sera un enseignant en bonne et due forme, comme il y en a chez AlloProf. Donc, ils vont engager 25 enseignants de plus pour aider les élèves avec les problèmes de français. Bernard, tu me pardonneras de te poser une colle, OK? Mais je vais te poser une colle, là, mais tu vas comprendre ce que je veux dire après. 180 fois 12, ça fait combien? Je te le dis, là, ça fait 2160. C'est le nombre de jours que les élèves québécois passent de la maternelle au secondaire 5. 2160 jours, là, ça devrait pas être assez pour maîtriser le français. Je comprends, là, je veux pas être contre la vertu, je veux pas tirer sur le pianiste ou sur l'ambulancier, là. Mais Bernard, une plateforme numérique pour apprendre le français quand ils passent les élèves 7 heures par jour en classe, 180 jours par année, il me semble que c'est pas ça le problème. Il me semble que c'est ce qu'on enseigne pendant les 180 jours. Oui, c'est pas uniquement numérique, là, Patrick, comme je viens de te l'expliquer, mais je comprends le sens de ta question. Écoute, d'abord, le cours de français, on sait qu'il a besoin d'être revampé, qu'il a besoin d'être modernisé, si on peut dire, puis c'est pourquoi, quand je suis devenu ministre de l'Éducation, j'en ai fait une de mes priorités, puis j'ai demandé effectivement à des enseignants de français puis à des experts en français de nous proposer une nouvelle façon d'enseigner le français et un nouveau cours de français. Et le travail se fait présentement, parce que ça faisait 25 ans que le cours de français n'avait pas été révisé. Cela étant dit, il faut regarder la question du français, il faut la prendre dans son ensemble. C'est pas une mesure qui va régler notre enjeu. C'est plusieurs mesures. Par exemple, l'année passée, j'ai annoncé qu'au début de chaque année scolaire, on va acheter dans chaque classe du primaire, là, 300 $ de nouveaux livres. Donc, chaque enseignant, enseignante peut au début de l'année scolaire, dire « Voici les titres de livres que j'aimerais avoir dans ma classe ». Puis évidemment, les professeurs s'échangent les livres entre eux. L'idée étant d'amener la lecture à l'élève, parce que tu le sais comme moi, Patrick, tu t'intéresses au dossier de l'éducation depuis longtemps. C'est la lecture le premier déterminant de la réussite scolaire. Un enfant qui lit tôt a beaucoup plus de chances de réussir son parcours, de sortir avec son diplôme qu'un enfant qui ne lit pas. Donc, les livres, le nouveau cours de français, les aides à la classe vont nous aider, je pense, avec ça, avec l'enseignement du français. Évidemment, la plateforme va être un ajout. Puis la plateforme, tu sais qu'elle est très utilisée déjà, là. AlloProf, là, c'est 550 000 élèves qui l'utilisent déjà, sans parler des parents et des enseignants. Ça aussi, ça va... Alors, je dis pas que c'est pas utile, Bernard. Je dis pas qu'il y a une plateforme numérique comme AlloProf, puis là, ça va être Allo Français. Je dis pas que c'est pas utile. Pas ça le point. Je dis que je constate que dans 180 jours d'une année scolaire, c'est pas assez. 7 heures par jour, c'est pas assez. Je constate aussi une autre chose.
quand les élèves font des productions écrites, que ce soit en français ou ailleurs, le français, là, on est extrêmement permissif sur le nombre de fautes. On fait passer des élèves qui ne devraient pas passer. Bernard, il y a des profs de cégep qui me disent qu'il y a encore des jeunes qui écrivent « tuait » EST. T'sais, on n'est pas là dans les grandes règles de participe passé puis des temps un peu obscurs, Non, des temps de verbe. C'est ça que produit notre système, notre système scolaire. Je te blâme pas toi, mais je constate que quand tu as besoin d'une plateforme comme ça pour apprendre aux jeunes à aimer le français, c'est une faillite du système qui est assez totale. Oui, mais c'est pas juste le système scolaire qui est mis en cause ici, Patrick. Là. Tu sais, moi, j'ai grandi dans une famille où il y avait des livres. Il n'y en avait pas assez à mon goût. C'est pas un reproche que je fais à mes parents, c'est comme ça. J'aurais aimé ça qu'il y ait plus de livres à la maison. Mais les livres que nous avions, ça arrivait que mon père ou ma mère m'en faisait la lecture. Tu sais, la maîtrise du français, ça n'incombe pas seulement qu'aux enseignants puis au personnel de l'école. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça incombe aussi aux parents. Je pense que les parents ont un rôle important à jouer pour faire aimer la lecture. Je ne sais pas si tu as vu la campagne publicitaire, là, il y a 6 mois de ça, ou à peu près, là, on l'a mise en onde, on voyait un parent qui faisait la lecture à son enfant. C'était évidemment une façon de rappeler que on a une responsabilité, nous, comme parents, de faire aimer le français, de faire aimer la lecture, de faire la lecture à nos enfants. Et alors, il y a ce rôle-là. Et je te dirais aussi, Patrick, tu sais, dans notre temps, là, il n'y en avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, nos enfants sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça se passe beaucoup en anglais. Le français est en concurrence active contre l'anglais. Le temps que toi et moi, plus vieux, on passait à lire, ben peut-être qu'aujourd'hui, c'est passé sur toutes sortes de plateformes avec toutes sortes de supports vidéo, etc. Et beaucoup en anglais, oui, Patrick. Oui. Beaucoup en anglais. Alors, moi, je suis pas en train de... Encore une fois, là, moi, je lance pas je suis pas en train de faire des reproches. Je suis en train de faire des constats. Et donc, le français, c'est déjà pas simple d'être un peuple francophone en Amérique. C'est sûr que là, il y a de la concurrence qui fait en sorte que, oui, c'est plus difficile. Et de là, c'est pour ça qu'il faut redoubler d'efforts. Moi, je n'accepte pas cette baisse des résultats en français, Patrick. Je ne l'accepte pas. Je pense qu'il faut renverser la tendance. On va utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle pour... là, je parle pas juste d'Alloprof, là. On va utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle dans les écoles pour identifier les enfants qui sont à risque de décrochage, qui ont des difficultés en français, pour intervenir plus rapidement. C'est sûr que ça nous prend des orthophonistes, ça nous prend des orthopédagogues également. Parfois, on a de la difficulté à les trouver. Pénurie oblige. Alors, mais c'est un ensemble de mesures. C'est un ensemble de mesures qui va nous permettre de renverser la tendance. Je te dirais, Bernard, que le jour est pas loin où les élèves vont utiliser l'intelligence artificielle pour bien écrire le français de toute façon. Mais tu as raison. Ben oui, c'est déjà commencé. Et l'intelligence artificielle, on le sait que ça a des avantages, mais on le sait que ça comporte des risques aussi. Je t'entraîne sur 2 ou 3 autres sujets. Il y avait une lettre dans le Devoir d'une étudiante en éducation qui lançait un cri du cœur et qui disait « Comment ça se fait que ma coloc qui est en génie, elle, ses stages, ce sont des stages payés. Moi, je suis bénévole. » Et elle, sa théorie, ce qu'elle disait, cette jeune femme-là, c'est, écoutez, ingénieur, profession prédominante masculine, enseignante, c'est une profession féminine, puis c'est pour ça qu'on n'est pas payé. Donc, je te pose la question, pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, en 2024, là, les étudiantes qui font leur stage en éducation dans des profs, dans des classes, qui ont des responsabilités de profs, pourquoi sont encore du cheap labor? Oui, là, cheap labor, c'est peut-être un peu fort. Mais, quand tu n'es pas payé, Bernard, c'est même moins que du cheap labor. Oui, je comprends l'expression, là, mais moi, là, ce sur quoi je travaille présentement, là, j'essaye d'amener les universités à développer des programmes de formation qui vont faire en sorte que, appelons ça le 3+1, là, allons à l'essentiel, là, puis ça se fait déjà, par exemple, à l'Université de Sherbrooke. Il y a certains élèves aussi qui le font dans le programme de formation des enseignants à l'UQTR, même chose à Laval. Alors, tu concentres la formation théorique sur 3 ans, puis la 4e année, là, l'étudiante, là, qui va devenir enseignante, là, elle a sa classe avec un salaire d'enseignant. Son stage, c'est un stage en emploi. Mais c'est pas le cas présentement. Oui, c'est le cas présentement. OK, pourquoi? Mais les stages avant, pourquoi est-ce que les stages ne sont pas rémunérés comme pour le génie, par exemple?
Oui, alors ça, tu as raison, ça, c'est pas fait encore. On y travaille avec ma collègue. Mais pourquoi c'est pas fait la ministre encore, de Bernard? l'Enseignement supérieur. Bien, écoute, on a consenti à beaucoup d'investissements là, en éducation là, avec la hausse des salaires, les aides à la classe, les nouvelles permanences. Le budget de l'éducation, Patrick, il a augmenté de 50 % en 6 ans. Bravo. Donc, Mais alors, explique-moi juste la différence. Pourquoi en génie, les stages sont payés, mais pas en éducation? Alors, on y travaille. On y travaille avec Pascal Derry, la ministre de l'Enseignement supérieur. Je te parle pas de l'avenir, je te parle du passé. Pourquoi il y a cette injustice-là? Ben, écoute, ça fait 2 ans que je suis ministre de l'Éducation. Moi, ce que je te dis, c'est que je travaille sur des solutions. Je suis conscient de la difficulté et je pense qu'il y a une excellente formule que nos facultés d'éducation et nos universités devraient mettre en place de plus en plus. Tu fais l'essentiel de ton bac en 3 ans, comme c'est le cas pour la majorité des bacs. La majorité des bacs, là, Patrick, là, il dure 3 ans. Celui en éducation, il dure 4 ans. Ce n'est pas un incitatif à un jeune de devenir enseignant, pour un jeune de devenir enseignant ou enseignante. Qui a décidé qu'un bac en éducation, c'était plus long qu'un bac en droit, par exemple, ou en génie? Pourquoi c'est 4 ans? Ça s'est fait au début des années 90. OK, puis trouves-tu que c'est justifié? Je m'interroge. Très sérieusement. Puis là, évidemment, faisons attention parce que là, j'ai toutes les facultés tu veux pas te mettre les universités à dos? Qui vont nous tomber dessus en disant nivellement par là-bas, nivellement par là-bas. Attends, on forme des avocats à 3 ans de bac, mais les profs, c'est toujours plus long. Alors moi, je suis, comme tu sais, je suis un homme de bonne volonté, n'est-ce pas, Patrick? Oui. Et je dis aux facultés d'éducation, mettez en place le 3+1. Sherbrooke le fait pour un nombre limité d'élèves. Laval et l'UQTR également. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'entendre pour développer cette approche dans l'ensemble des facultés d'éducation, être capable de dire à un jeune qui nous écoute, le Patrick, là, dorénavant, le bac en éducation, c'est 3 ans, puis ta 4e année, tu es dans la classe avec une classe et tu as un emploi, tu as un beau salaire, là. Je pense que ça pourrait être extrêmement attractif. OK. Le temps nous presse. J'ai un dernier sujet que je veux aborder avec toi, Bernard. C'est ce reportage de la presse, une enquête sur les codes de vie et les règlements un peu absurdes comme lancez pas de boule de neige, courez pas, faites pas la roue dans les cours d'école, etc. Jouez pas au roi de la montagne. Me demandais comment tu as réagi à ce reportage-là. Ben, j'ai réagi. Je suis pas surpris, là. C'est pour ça que j'ai demandé à la sous-ministre d'envoyer le mémo au centre de services scolaires de favoriser justement les buttes de neige dans la négociation des contrats avec les déneigeurs, de leur demander de garder des buttes de neige parce que effectivement. Tu leur as demandé ça? C'est précis? Oui. Mais non, mais je te le dis. Et puis ça fait des mois que je le demande. Puis j'ai réussi à obtenir le mémo. Non, mais c'est... Attends. T'as réussi à obtenir le mémo. Non, je te jure. Tu te bats contre la machine, là? Ben, des fois un peu. Mais tout ça pour dire qu'il y a des procédures en place. Les contrats doivent être négociés avec les déneigeurs. Alors là, dans le mémo qui est envoyé au mois d'août, donc avant que le reportage sorte, la sous-ministre, à ma demande, dit, écoutez, les buttes de neige, c'est une belle façon d'enrichir les activités pendant l'hiver, en particulier pour les garçons. Alors, prévoyez des mesures, les corridors de glisse et tout ça, on peut le faire de façon sécuritaire. Mais je suis un peu, je vais te le dire comme ça, là. Je trouve qu'on baigne dans une culture qui parfois est un petit peu trop aseptisante et un petit peu trop surprotectrice. Et je pense qu'il y a moyen de donner un petit peu plus d'espace à nos enfants pour qu'ils puissent, comme on dit chez nous, s'épivarder. OK? Donc, dépenser leur énergie. Et je pense, c'est bon pour tous les enfants, mais je pense en particulier à nos garçons. Quand tu as été nommé ministre de l'Éducation, Bernard, pensais-tu un jour envoyer un mémo sur la montagne du roi de la montagne? Non, non, mais je suis content de pouvoir le faire. Je suis content de pouvoir le faire parce que, qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui le font déjà en passant. Il y a des centres de services scolaires qui le font déjà. Il y a des écoles qui le font déjà. Là où c'est possible, ce que je leur dis, c'est là où c'est possible parce que des fois, effectivement, le terrain est trop petit. Mais là où c'est possible, faites-le et faites-le de façon sécuritaire. Mais il faut accepter une certaine part de risque. Ça se peut qu'à un moment donné, on ait un enfant qui se fasse un petit bobo. Ben oui, c'est pas grave. Ça arrive, ça. Dernière question, Bernard, parlant de petits bobos. Marois Risky.
ta critique à l'éducation, députée du Parti libéral, a annoncé qu'elle allait quitter la vie politique. Est-ce que tu étais déçu d'entendre qu'elle finissait son mandat? Non, pas du tout. non, mais Marois, je dois le dire, Marois m'avait mis dans la confidence, Donc, ça fait quelques semaines déjà que j'étais au courant. Puis tu vois, ça te dit quelque chose sur les relations que Marois et moi avions. Évidemment, elle est capable d'être très mordante, elle est capable de faire de la partisanerie, mais elle est capable aussi de sortir de la partisanerie et d'être une personne, ma foi, très agréable à fréquenter. Et donc, c'est une personne qui est très humaine, à Marois, là, au-delà de son rôle de parlementaire coriace et redoutable. C'est une femme très humaine. Et puis, on sait, nous, depuis qu'elle est maman, je dirais qu'on s'est rapprochés parce qu'on est tous les deux parents maintenant. Et puis, c'est même moi qui lui fournis... je suis son fournisseur attitré de miel. Parce que tu sais, Patrick, que je suis apiculteur. Bien sûr. Alors, pendant la dernière commission parlementaire qu'on a fait, elle et moi, sur un projet de loi pour protéger les enfants, d'ailleurs, pour mieux protéger les enfants, on a travaillé le projet de loi ensemble. Puis, à un moment donné, elle filait pas, manquait d'énergie, tout ça, normal. Elle attendait le deuxième. Et puis là, j'ai proposé mon miel. Et apparemment, ça a eu un succès fou tellement qu'elle m'en a redemandé. Ceci dit, c'est Greg, apparemment, qui se sert un peu trop dans le pot de miel. Moi, j'ai dit à Marois... Son chum député. Voilà. J'ai dit à Marois, le miel, là, c'est fait pour tremper la suce du bébé dedans. Une fois de temps en temps, pas trop, n'abusons pas. Alors, bref, Marois, écoute, j'ai beaucoup de respect pour elle. J'ai même, je dirais, une certaine amitié pour elle. Et écoute, elle a pris une décision. Je pense que c'est une décision de famille. Deux parlementaires, papa, maman, c'est beaucoup quand on doit élever de jeunes enfants. Alors, je pense qu'elle a pensé d'abord à ses enfants. J'aime toujours ces récits de camaraderie transpartisane à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Bernard. Bonne journée. Merci, Patrick. À la prochaine. C'était le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Il y a des milliers de bâtiments là, qui vont dorénavant être situés en zone inondable dans la région de Montréal. C'est le nombre de résidences qui vont soudainement se retrouver dans une zone inondable va doubler. Ça va hurler parce que ça va avoir toutes sortes de conséquences financières pour les propriétaires sur la valeur de la propriété des maisons, sur l'assurabilité des propriétés qui se retrouvent en zone inondable aussi. Et il y a même des craintes que des prêteurs hypothécaires ne prêtent plus pour acheter des résidences. Ça pose la question de la revente. Si vous êtes en zone inondable et que vous revendez, vous voulez vendre votre maison, est-ce que quelqu'un va pouvoir financer l'achat de votre maison? Il y a toutes sortes de réactions dans les médias aujourd'hui à la suite de cette annonce de nouvelle cartographie. Et une des réactions les plus fortes nous vient du maire de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon. Il est au bout du fil. Monsieur Pilon, bonjour. Hey, bonjour, M. Lagacé. Monsieur Pilon, je lisais vos commentaires au journal Le Devoir. Là, vous êtes vraiment fâché contre Benoît Charette, le ministre de l'Environnement. Ah, je suis fâché. Oui, je suis fâché contre les fonctionnaires, le ministère. On dirait qu'il a dit comment on fait pour éliminer les problèmes. Puis pour eux autres, éliminer le problème, c'est pas compliqué, là. On enlève l'être humain. On recule, puis d'un coup de pinceau, le large, là, on élimine toute construction, nouvelle construction. Dans mon cas, excusez, je vais vous donner, j'ai plus de 2000 résidences qui vont être touchées. Sur le 10 milliards que représentent les évaluations de ce qui va être touché dans la région de Montréal, j'en ai 2 milliards à Vaudreuil-Dorion. OK? J'ai 700 d'augmentation des résidences qui étaient touchées. Une augmentation de 700 Augmentation de 700 oui. Vous voulez dire du nombre de résidences qui passent en zone inondable? Exactement. Okay. C'est parce qu'il y a des très élevés, modérés et faibles. Ouais. Mais ça, c'est de la... En tout cas, c'est de la bouillie tant qu'à moi. Là. Ce que je veux dire simplement, c'est que le gouvernement, au lieu de dire on vous élimine, on ne nous laisse même pas les villes les moyens de prendre des précautions pour protéger. Donc, il y a moyen de bâtir tout en tenant compte de ça. Ça se fait ailleurs dans le monde. Là, ça ne prend pas la tête à Papineau. Mais dans une vision très, très simpliste, je vais dire ça comme ça pour ne pas dire
une vision de nono, on élimine. On tâte, puis vous regardez ce que ça donne, puis on s'en fout complètement de votre évaluation. Mais c'est surtout, M. Lagacé, vous l'avez dit tantôt, là, l'être humain derrière ça, là, comment vous pensez que les citoyens vont réagir en sachant qu'ils ne peuvent plus emprunter possiblement, qu'ils ne peuvent plus s'assurer, qu'ils ne peuvent plus reconstruire, alors qu'ils ont bâti leur vie dans ces endroits-là. La province de Québec, à ce que je sache, puis ailleurs dans le monde, là, tout le monde s'est bâti sur les bords de l'eau parce que c'était comme ça dans les années 1600, 1700. Et là, tout d'un coup, je vais vous donner un exemple aussi. Je pense que les chiffres vont vous intéresser. Mais en 2017 et 2019, il y a eu des grosses inondations. On a été touchés. J'ai environ 200-220 maisons qui ont été touchées. Lors de la dernière pluie, là, j'ai 2000 maisons qui ont été touchées. Et ça, par contre, le gouvernement n'en parle pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le gouvernement va dire, étant donné qu'on a subi une pluie de 200 mm et plus dans notre cas, vous allez m'éliminer ça, toutes ces maisons qui ont été touchées? C'est irraisonnable, irresponsable, et c'est pris dans des endroits qui ne connaissent pas notre réalité. Qu'est-ce qui aurait été pour vous une mesure humaine et raisonnable, M. le maire Pilon? On élimine complètement la construction dans les très élevés, ça, j'ai pas de misère avec ça. Dans les autres endroits, on permet des mesures de protection, tout simplement. Comme quoi? Comme des maisons sur pilotis, des maisons surélevées, pas de sous-sol. Il y a un paquet d'affaires qu'on pourrait faire avant de dire partez. Moi, ma ville, là, elle est saturée, OK? Je n'ai plus le droit de l'agrandir. Est-ce qu'on va me donner un dézonage en terre agricole pour me permettre de rebâtir? La première polyvalente du Québec, elle est chez nous, là, pas Gérin-Lajoie. Elle est dans cette zone-là. Des centres de vieillards, mon usine... J'ai sur Saint-Charles, qui est sur le bord de l'eau, j'ai des résidences, des écoles primaires, des garderies, des usines, et tout ça, tout d'un coup, là, ça va prendre... je ne sais pas ce que ça va prendre pour rénover, on ne sait même pas. Mais principalement, oublions-nous, les résidents, les citoyens, présentement, il y en a, là, je suis certain qu'ils ne dorment plus, là, puis qui font des appels à leurs assurances et à leurs prêts hypothécaires. Pensez-vous que, justement, chez vos citoyens là, qui se retrouvent en zone inondable, en vertu de la nouvelle carte, là, M. le maire, pensez-vous qu'il y en a qui vont avoir de la difficulté à se faire financer pour des renouvellements, pour acheter une maison dans votre municipalité et des difficultés à s'assurer? C'est certain. C'est certain. Déjà, c'était déjà commencé, ça, un peu. Mais maintenant, on vient de passer de 200 maisons à 2000 maisons, là, d'un coup, là, OK? Imaginez-vous la compagnie d'assurance qui va dire non, j'embarque pas là-dedans, moi, là. À moins que le gouvernement, dans sa très grande sagesse, parte un programme d'assurance comme ils l'ont fait pour les automobiles et dire à partir de maintenant, si vous êtes dans ces zones-là, le gouvernement va partir d'un projet et on va vous assurer, puis ça va vous coûter tant. Je comprends pas. Le lien que vous faites avec l'automobile, M. le maire, c'est quoi? C'est que le gouvernement, dans le temps, a créé sa propre assurance. Ah oui, OK. Le no-fault, là. Le no-fault. Donc, on pourrait dire pour la même affaire pour les inondations, les compagnies ne veulent pas s'en occuper, c'est correct, on va le créer, on va créer un fonds, on va créer des assurances, vous allez payer, mais au moins, on va vous assurer pour permettre qu'il y ait du financement en conséquence. Votre message en terminant pour le gouvernement et plus particulièrement pour le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, c'est quoi? Venez voir sur le terrain. Intéressez-vous aux humains, s'il vous plaît, et regardez ce qui a été proposé là, et acceptez les modifications que les villes vous proposent et mettez-nous la responsabilité. C'est une question d'argent. Vous voulez plus payer pour les inondations? Parfait. Dites-le clairement. Toute maison qui va être bâtie dans telle zone, on ne donne plus un sou. On va s'arranger avec ça. OK? C'est ça que je veux vous dire. Puis, mais non, n'y allez pas avec un coup de pinceau de 6 pouces de large sur le bord en disant on balaye tout du revers de la main. Il y a des villes, présentement, il y a des villes qui ont fait bâtir des digues. Ils sont derrière ces digues-là de protection, mais ils sont quand même dans ce merdier-là. Comme Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ouais. Exactement. C'est encore pire que nous autres, ça, là. Merci, M. le maire, d'avoir été avec nous. Je pense que c'est un sujet dont on n'a pas fini de parler. Je pense que ça commence à hurler, tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lagacé. Bonne journée. Vous aussi. C'était le maire de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon. Je me tourne maintenant en studio vers Béatrice Vaugrante. Elle est directrice générale d'Oxfam Québec. Communiqué de presse aujourd'hui pour déplorer le nombre de victimes civiles à Gaza. Les chiffres donnent le tournis. Madame Vaugrante, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. On parle de combien d'enfants qui ont perdu la vie depuis le début du conflit Hamas-Israël à Gaza? 11 000. 11 000.
11 000 enfants qui ont bientôt un an. En bientôt un an, c'est catastrophique. Et 17 000 non accompagnés et 25 000 orphelins. Combien de femmes? On parle de 6 000 femmes. Si on compare à d'autres conflits dans le monde présentement, c'est quoi l'ordre de grandeur? C'est sans précédent pour ce qui concerne tous les conflits du début du siècle. En fait, on est quand même un quart de siècle dans ce siècle-ci. Quand on compare avec la Syrie, quand on compare avec le Yémen, quand on compare avec l'Irak, on a ici des proportions incroyables, entre autres en termes de nombre de femmes qui ont été complètement dépassées. Plus de morts qu'en Syrie? Pendant la guerre civile? Pour le nombre de femmes et pendant la même période, en un an. Donc, la mortalité à Gaza, dans le fond, là, a dépassé, voilà. Je disais tantôt, ça donne le tournis, ça donne le vertige. Vous êtes allé dans la région. Oui. Qu'est-ce que vous avez constaté? Je suis allée en Cisjordanie, donc je ne pouvais pas aller... L'autre territoire palestinien. Tout à fait, qui subit aussi beaucoup de contre-coups de ce conflit depuis le 7 octobre. Entre autres, une situation économique catastrophique parce que les gens ne peuvent plus travailler. Ils travaillent avec des emplois plus ou moins précaires dans les colonies, travaillent aussi dans leur propre champ. Mais là, en Cisjordanie, toutes les routes sont occupées, toutes les routes sont coupées. On ne peut plus travailler. Il y a un harcèlement quotidien. J'ai rencontré des familles, 25 hommes armés se sont pointés et ont tout détruit de leurs installations Oui, il y a du harcèlement de Palestiniens en Cisjordanie, là, je le disais, l'autre territoire palestinien en Israël, où des colons attaquent comme ça, là, font des attaques ciblées. C'est très violent. Il y a des morts des fois. Là. Ah, il y a des morts. On parle de presque 700 morts en Cisjordanie aussi. Est-ce que... L'explication du gouvernement israélien, c'est quand on frappe et qu'on touche des civils, c'est parce qu'on visait des gens qui sont des combattants du Hamas. Pas à ce prix-là, M. Lagacé. Pas à ce prix-là. On a 42 000 tués, 95 000 blessés, la plupart amputés parce qu'ils n'ont plus accès à des services médicaux de base pour pouvoir se faire soigner. Donc pas à ce prix-là. La réponse est disproportionnée en termes de droit international humanitaire de la part de l'armée israélienne. Ce que vous dites, Mme Vaughan, c'est que c'est peut-être vrai qu'il y a des combattants du Hamas dans un refuge pour déplacer, mais c'est pas une raison pour bombarder et tuer des civils. Le droit international est clair là-dessus. C'est pas une raison pour bombarder. Il y a des bombardements aux 3 jours. C'est des bombardements constants. Là, on est dans un niveau, il y a 500 000 personnes qui crèvent de faim au niveau 5, là, du plus gros, qui vraiment meurent de faim. Le poulet coûte 55 $ le kilo dans le nord de Gaza. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'accès aux médicaments. Il n'y a plus d'accès au fuel. Il n'y a plus d'accès aux écoles. 68% des terres agricoles sont détruites. 60% de tout est détruit à Gaza. Et le message d'Oxfam Québec avec cette sortie, Mme Vaughan, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est encore une fois de faire beaucoup plus d'efforts sur les cessez-le-feu. Il faut vraiment que l'ensemble de la communauté internationale, à commencer par les États-Unis, évidemment, vraiment demande un cessez-le-feu pour la libération des otages et arrêtons de transférer des armes. Merci d'avoir été avec nous, Mme Vaughan. Je le disais, ce sont des chiffres qui donnent le tournis. C'est important de faire le point. Merci beaucoup. Merci 8h05, c'était Béatrice Vaughan, directrice générale d'Oxfam Québec. Elle était en Israël et en Cisjordanie en mai dernier. Voici Patrick Lagacé. Là-dessus, on va parler de pharmacie. En studio, j'accueille Jean-Michel Coutu, qui est pharmacien et président de la division pharmacie de Métro. Il est de la célèbre famille Coutu qui a lancé la chaîne de pharmacie Jean Coutu. Monsieur Coutu, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Merci. Vous voulez prendre parole aujourd'hui sur le projet de loi 67. C'est quoi ça, le projet de loi 67? Oui, effectivement. Merci. Et puis merci de me laisser prendre parole pour souligner notre appui au projet du gouvernement de mettre davantage à contribution l'expertise des pharmaciens et de renforcer la vocation de santé de proximité des pharmacies communautaires au Québec. Vous savez, avec le projet de loi, le pharmacien va pouvoir en faire encore plus bientôt, libérant ainsi des espaces, soit en clinique médicale ou en centre hospitalier, pour des visites qui nécessitent vraiment de s'y rendre. Qu'est-ce que les pharmaciens vont pouvoir faire en vertu du projet de loi 67? Oui, bien, c'est un continuum. Donc, les pharmaciens en font déjà beaucoup plus, surtout depuis le dépôt du projet de loi 31 en 2020. Donc, les pharmaciens, aujourd'hui, peuvent faire beaucoup plus d'actes professionnels. Et c'est pour ça qu'on prend parole, parce que le pharmacien peut en faire déjà plus et la loi 67 va permettre aux pharmaciens d'en faire encore plus. Je vais vous donner un exemple très concret et juste pour vous donner un aperçu. Donc, aujourd'hui, un pharmacien est habilité de traiter
faire de la prophylaxie post-exposition au VIH. OK? C'est pas un réflexe. Ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Okay. Et c'est pas un réflexe que la population a aujourd'hui. Ils savent pas que les pharmaciens sont capables de rendre ce genre de service avec les nouveaux actes qu'ils peuvent faire. Donc, ça, c'est déjà en place et le projet de loi 67 va élargir davantage la portée pratique des pharmaciens pour vraiment être un point de service de proximité dans les communautés au Québec. Je pense au renouvellement des prescriptions aussi. Là. Quand il est question de médicaments qui contrôlent la douleur, là, qui sont dérivés, qui sont des opioïdes, par exemple, je comprends que le médecin doive intervenir là, pour voir, mais il y a des médicaments qui ne sont pas aussi dangereux, entre guillemets, où il faut constamment retourner voir le médecin, rappeler le médecin pour renouveler les prescriptions. Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste régler ça avec mon pharmacien? Oui, le projet de loi 67 va venir faire des ajustements à la loi actuellement. Donc, en 2020, les pharmaciens ont eu le pouvoir de prolonger des renouvellements, mais toujours à l'intérieur de la durée initiale de l'ordonnance. Le projet de loi 67 n'est pas encore adopté. Il y a des règlements qui vont en découler, donc on n'a pas encore toutes les précisions. Mais certainement, une des choses qu'on entend, c'est que le pharmacien va être mieux habilité pour prolonger encore plus longtemps que la durée initiale de l'ordonnance. Là, M. Coutu, j'entends les gens qui ont entendu parler de cette nouvelle hier qui a été publiée dans la presse, selon laquelle on manque de pharmaciens, on manque de techniciennes en pharmacie. Ça pousse les pharmacies un peu partout au Québec à réduire les heures d'ouverture. Là, si vous avez plus de gestes à poser, les pharmaciens, mais que vous n'avez pas plus de bras, je veux dire, les pharmacies vont finir par être ouvertes le matin, puis c'est tout, là. Non, on ne pense pas que ça va être le cas. Bon, oui, hier, on a entendu parler beaucoup des enjeux, les ventes fasques à laquelle notre industrie doit composer. C'est pas mal tout interrelié, que ce soit les heures d'ouverture, les remplaçants, la pénurie de pharmaciens. Il y a des solutions. C'est des solutions complexes, comme M. Morin a mentionné hier à ce micro. Et on sait que les solutions, ça va être vraiment la combinaison de différentes choses. Des nouvelles technologies qui vont venir mieux appuyer les pharmaciens. Ça va être des développements de nouvelles compétences pour mieux déléguer les tâches et bien sûr revoir l'organisation du travail. Donc, c'est plusieurs choses qui vont venir s'installer, mais il faut souligner le fait que cette transformation-là de la pratique de la pharmacie, ça fait déjà plusieurs années. Et il y a eu un grand changement déjà en 2020, en plein milieu de crise sanitaire, et les pharmacies ont répondu présent et ils ont réussi à le mettre en place malgré toutes les contraintes qu'ils avaient à ce moment-là. Donc, c'est pas des problèmes. C'est pas des nouveaux problèmes à lesquels ils font face. Et comme industrie, on a montré beaucoup de résilience pour faire en sorte qu'on peut jouer un rôle encore plus important comme destination de santé. Est-ce qu'on diplôme assez de pharmaciens au Québec? Bien, les universités travaillent fort pour augmenter les cohortes. Il y en a combien? Donc, il y a l'Université de Laval, l'Université de Montréal actuellement. C'est tout. Il y a juste 2 facultés au Québec. Il y a Ottawa qui a ouvert une faculté récemment, qui est une faculté qui est principalement francophone. Mais oui, c'est clair que quand on voit l'importance du rôle du pharmacien, c'est réellement un rôle essentiel. Et la portée qu'un pharmacien peut amener au système de santé, c'est clair qu'avoir gradué plus de pharmaciens à chaque année, je pense que ça serait une bonne chose pour la population. Dernier point, M. Coutu, vous êtes Jean-Michel Coutu, pharmacien, mais aussi président de la division pharmacie de Métro, parce que Jean Coutu a été racheté par Métro. Et ce matin, dans la presse, on apprend que pour faire du millage sur le fameux slogan de Jean Coutu, on y trouve de tout, même des vêtements. De plus en plus de pharmacies qui vendent plusieurs types de vêtements. Vous, dans votre pharmacie, est-ce que vous en avez? Oui, j'en ai un peu. C'est pas nouveau que, comme pharmacien, il y a 2 volets à une pharmacie. Le volet professionnel et le volet commercial. Dans le volet commercial, on est toujours en train d'essayer des nouvelles choses pour comprendre la demande des consommateurs. Donc oui, les vêtements, c'est quelque chose, c'est pas nouveau dans la profession, mais ça n'enlève pas du fait que les pharmacies sont des destinations de santé avec beaucoup plus de responsabilités aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on prend parole, pour informer la population du rôle grandissant des pharmaciens. J'invite tous les écouteurs, d'ailleurs, à aller à jeancoutu.com/santé ou brunet.ca/santé pour en savoir plus sur qu'est-ce que le pharmacien peut faire. Y a-t-il quelque chose qu'on ne vend pas en pharmacie? Y a-t-il des choses que vous n'avez pas le droit de vendre à part les cigarettes? Ben oui, il y a les cigarettes, il y a l'alcool, il y a l'alcool, il y a, bien sûr des armes à feu, des choses comme ça, on ne voudrait jamais vendre en pharmacie. Mais tout ce qu'on trouve chez Walmart, on pourrait le trouver chez vous? Pas nécessairement. On demeure des destinations santé, donc on veut être quand même cohérent avec notre vocation première. Mais oui, c'est clair que la boutique, on va toujours essayer de répondre à la demande des consommateurs. Jean-Michel Coutu, merci d'être venu nous voir en studio. Yannick, on disait à une époque que tous les chemins menait à Rome.
Est-ce qu'on peut dire maintenant la même chose de Québec? Parce que, bon, Billie Eilish était là pour le lancement de sa tournée mondiale au Centre Vidéotron. Ça a été un triomphe. Ouais. Et là, les rois du hockey, les Kings de Los Angeles, qui arrivent, qui débarquent dans la grande ville de Québec pour 2 matchs pré-saison. Je pense qu'on peut dire que Québec est sans map. J'aime beaucoup ton introduction. Je sais pas si ça va être un succès sur toute la ligne, parce qu'on sait que les Kings vont disputer 2 matchs contre les Bruins et les Panthers jeudi et samedi. Oui. On sait tous combien ça a coûté. Oui, 5 à 7 millions de dollars. Je sais qu'il y a déjà 5 millions qui ont été donnés par le gouvernement. Déjà, et après ça dépend des recettes. Ça dépend des recettes. Puis là, à la lumière de ce qu'on voit de la vente des billets, ça se peut peut-être qu'on allonge plus que 5 millions. On va aller à Québec. Oui. Parler avec quelqu'un qui connaît le hockey et qui connaît Québec. Et je pense que c'est un indécrottable Québécois. Jérôme Landry, notre collègue du FM 93. Salut, Jérôme. Salut, Jérôme. Salut à vous deux. Tous les chemins mènent à Québec. Oui, écoute, je t'entendais parler de Billie Eilish. Je dois vous dire que le buzz autour du show de Billie Eilish qui a été présenté dimanche était pas mal plus fort que le buzz autour des Kings. Ah oui, hein? Oui, ça c'est sûr. On en parlait des jours et des jours à l'avance. Il y a des fans de Billie Eilish qui ont couché pendant 4 jours devant le Centre Vidéotron. Ça, honnêtement, il y a eu un gros buzz là-dessus. Mais j'ai hâte de voir demain pour les Kings, parce que demain, il y a un entraînement public gratuit demain matin à 11h. Au Centre Vidéotron. J'ai hâte de voir comment les gens vont se présenter là. Il y a plusieurs entraînements gratuits aussi, mais tu sais, la réalité, c'est qu'il n'y a pas personne à Québec actuellement qui se dit « Oh, nous sommes choyés par la Ligue nationale. On leur doit quelque chose. On doit se rendre en grand nombre au Centre Vidéotron parce qu'on est tellement choyés d'avoir les Kings. » Tu sais, il n'y a pas personne qui est dans ce mood-là actuellement à Québec par rapport à cette présence-là. Donc. Es-tu étonné du manque de buzz, du fait que, Jérôme, les billets sont pas tous vendus? Non, je suis pas étonné. Écoute, aux dernières nouvelles, il y avait 26 000 billets sur 34 000 de vendus pour les 2 matchs. Je pense que le match contre les Bruins, on risque d'avoir peut-être un 15 000 spectateurs ou à peu près. Il y a un hommage aussi à Patrice Bergeron. Mais la réalité, c'est qu'à Québec, là, regarde dans les derniers jours, on parlait de Billie Eilish tantôt, mais dimanche, écoute, il y avait 20 000 personnes à Billie Eilish. Mais en après-midi, je suis allé au Rouge et Or de l'Université Laval voir notre équipe de football universitaire. On était 20 000 aussi. Dimanche, il y avait ces événements-là. On sort d'une saison record aussi en termes d'assistance avec les Capitales de Québec, notre équipe de baseball de la Ligue frontière. D'ailleurs, ce serait le fun que Montréal ou la Rive-Nord ou la Rive-Sud se joignent à cette ligue-là éventuellement. Jérôme, je vais répondre à ta question. La région de Montréal, contrairement à la région de Québec, c'est pas une région de sport. C'est une région de Canadiens qui gagnent à peu près tout. Vous autres, vous remplissez le stade pour des matchs universitaires, pour les Capitales au baseball. Côté sportif, là, il y a quelque chose d'admirable là-bas. Bien, je suis content de te l'entendre dire parce que des fois, de l'autre bout de la vingt, là, Patrick, là, c'est un peu l'impression qu'on a, c'est que Montréal, c'est la ville du Canadien. Je pense que les Alouettes ont un beau succès depuis, avec la Coupe Grey l'an passé. À distance, ça a l'air difficile avec le FC Montréal, ça n'a pas toujours l'air facile. Mais disons que dans les 30 dernières années, on a comme après diversifié un petit peu nos sources de divertissement. Il y a du sport, il y a de la culture. On sort du festival d'été il y a quelques semaines, qui est devenu probablement le plus gros festival de musique au Canada. Fait que, tu sais, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de... C'est pour ça que je te disais qu'on n'a pas l'impression que la Ligue nous fait donc bien un cadeau avec ça, là, cette présence-là des Kings. Mais je pense que les foules vont quand même être pas si mal, malgré toute la mauvaise publicité autour de ça. Et Jérôme, tu dis qu'il y a 26 000 billets sur les 34 000 qui sont vendus pour les 2 matchs. Puis j'entends des gens encore dire qu'ils ont le réflexe de dire « Ouais, mais c'est pas un bon message qu'on envoie à la Ligue nationale de hockey. » Mais là, je pense que vous avez fait la preuve dans les dernières années que vous êtes capable de remplir le Centre Vidéotron quand le Canadien allait jouer là-bas. Puis il n'y a pas de processus d'expansion. Là. Y a-tu quelqu'un, en quelque part, à Québec qui se cache ou qui ne veut pas sortir public, puis qui a les poches profondes, puis qui se dit, je vais sortir à un moment donné, puis je vais annoncer que moi, je suis porteur de ce dossier-là du retour des Nordiques, ou pas pantoute? Ben, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus de porteur de ballon là-dedans. C'est ça. Je pense que Québécois a été dans le portrait pendant quelques années, mais là, qui va vraiment faire un chèque d'1 milliard et plus là, pour une équipe sportive à Québec? Puis ça, je pense qu'on l'a compris. Puis effectivement, des matchs pré-saison, quand vous regardez ça, là,
quand on fait le calcul, grosso modo, ça fait peut-être une vingtaine d'années là, que la Ligue présente des matchs hors concours à Québec avec le Canadien qui est venu quand même aussi à plusieurs reprises, l'Avalanche et tout ça. Fait il n'y a plus personne qui dit « Hey, boy, il faut envoyer un message à la Ligue nationale parce qu'on veut notre équipe. » C'est plate, mais la flamme est presque éteinte. Là. Le deuil est fait, Jérôme. Oui, un peu, puis c'est pour ça qu'on s'est viré vers autre chose. Je parlais des Capitales de Rougeard. Les Remparts ont un beau succès. On ne se fera pas croire ce matin que c'est normal qu'une équipe junior joue dans un amphithéâtre de la Ligue nationale qui a coûté 400 millions. Là. Je ne ferais pas croire ça ce matin. Là. Mais les Remparts sont vraiment allés chercher le cœur de la population aussi dans les dernières années avec Patrick Roy, la Coupe Memorial. Là, on a eu le premier choix au total cette année avec le fils de Pierre Dagenet, Maddox Dagenet, qui va jouer avec les Remparts. Ça, il y a un beau buzz depuis quelques années avec les Remparts, un produit très familial qui est accessible aussi. Puis Jérôme, c'est ce que je voulais dire par ville sportive. À Montréal, il y a eu plusieurs tentatives pour avoir des équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça fait toujours patate. Ouais. Chez vous, ça fonctionne du feu de Dieu. C'est ça. Ça finit par fonctionner, puis parce que c'est une équipe qui est proche des gens. T'amènes ta famille là, ça te coûte pas 1000$. C'est une soirée au Centre Bell à 4, là, ça t'invite le 1000$. Puis la réalité, c'est que quand on veut voir un match de Ligue nationale, messieurs, là, on prend notre auto, puis on va à Montréal, puis on y va au Centre Bell. Exactement. C'est une réalité aussi. Là. Bien dit. Merci beaucoup. Je te souhaite une excellente émission avec Jonathan Trudeau. Salut-là de notre part, cher Jérôme. Merci beaucoup. Merci, Jérôme. Salut à vous deux. Bonne journée. Salut. À la prochaine. Jérôme Landry, notre collègue du FM 93 à Québec. Je peux-tu te raconter juste une petite histoire très brève? Tu sais, Éric Gérard avait dit à l'époque, quand il a annoncé les matchs des Nordiques, les matchs des Kings. On s'habituera jamais. Des Kings à Québec, il avait dit, on va essayer d'avoir des joueurs des joueurs réguliers des formations. Tu sais, t'as Drew Doughty qui a été blessé, des Kings de Los Angeles. Puis là, t'as Jeremy Swayman, qui est un gardien de but des Bruins, qui est en dispute contractuelle avec l'organisation. Donc, il sera pas à Québec à moins d'un revirement de situation. Tu sais qu'hier, le président Cam Neely a été questionné à savoir, y a-tu des avancées dans les pourparlers avec votre gardien, Jeremy Swayman? Puis il a dit, je veux pas rentrer dans les détails des négos, mais je sais que j'aurais 64 millions de raisons qui me pousseraient à jouer en ce moment si j'étais à sa place. Il est rentré dans le détail des négos. Fait que là, on peut présumer que les Bruins ont offert 64 millions, donc 8 ans, 8 millions par année. Mais tu sais quoi? L'agent de Jeremy Swayman a sorti hier, a publié sur Instagram une publication, puis il a dit, ils n'ont jamais offert ce contrat-là à mon client. C'est la première fois qu'il entendait parler de ce montant-là dans les négociations. Fait que peux-tu te dire qu'à un moment donné, là, Swayman et son agent sont sur un côté, ils entendent Cam Neely dire « OK, toi, tu voulais m'offrir 64 millions, tu dis ça publiquement, là. » Puis moi, j'ai lu qu'il voulait avoir un contrat de 7 ans à 58,7 millions. Mais je peux pas croire que Cam Neely est assez imbécile pour aller dire je vais t'offrir plus que qu'est-ce que toi tu recherchais vraiment. On en reparlera, Yannick, mais moi je suis étonné qu'on donne autant d'argent aux gardiens de but dans l'époque actuelle. Puis sais-tu quoi? En plus, lui, il a été, avec les Nussulmark, un des meilleurs duos de gardiens de but de la Ligue nationale. Fait que ces preuves-là, il les a faites, mais disons qu'il les a faites à moitié. Je serais prudent dans le montant d'argent que j'y donnerais.